brillant, puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. J'étais un enfant très timide. Alors très timide. Je me souviens encore quand j'étais plus jeune, on était dans un club de vacances et je voulais une limonade parce que j'adorais ça. Et je pense que ma mère était très consciente que j'étais très timide, voire un peu trop timide, et qu'il fallait essayer de m'aider à sortir de ma coquille. Et du coup, elle me disait, bah, tu veux une limonade, va la demander au bar. Et j'ai passé toute l'après-midi à pas arrêter de lui demander, tu veux pas le faire pour moi? Elle m'a dit non. Et j'ai pas eu ma limonade. Donc j'étais le type d'enfant qui était capable de se refuser une limonade qu'il voulait vraiment parce qu'il n'osait pas aller demander au bar d'un club de vacances. Donc ça, c'est quand j'étais vraiment petit. Donc je suis un introverti de base, mais qui a appris à s'extravertir, qui a appris à sortir un peu de cette posture-là, parce que de timide maladif à monter sur scène, à faire du coaching, à faire des vidéos, à faire des interviews comme là, c'est pas inné chez moi. C'est vraiment quelque chose qui s'est acquis avec le temps. Donc il y avait cette dimension-là, il y avait la dimension, j'étais un peu rêveur, j'étais un peu dans ma tête. J'étais un enfant qui lisait énormément. Je passais beaucoup de temps dans les livres, que ce soit les romans ou d'autres livres. Et je pense que j'étais un enfant assez solitaire, mais heureux dans sa solitude. J'étais dans mon monde, quoi. J'étais fort dans mon monde. Ça a un peu évolué depuis, même si j'ai encore des petits côtés autistes par moment. Voilà, donc j'étais plutôt un enfant comme ça. Et puis, je pense que j'étais vraiment un enfant et un adolescent un peu poète, très romantique, très fleur bleue, très affectif, très sentimental, enfin vraiment dans très haut, quoi, pour dire dans les éléments, vraiment très haut, très émotionnel, très tout ça. Voilà, c'est un peu pour la partie comment ça se vivait dedans. Sinon, j'étais un bon élève à l'école, un peu faillot, carrément faillot même en fait. J'étais très content d'être le chouchou du prof, j'étais très content d'être premier de classe, j'étais très content de ramener les notes à la maison et puis d'être félicité par toute la famille. Alors j'avais toujours des bonnes notes partout, et puis il y avait gymnastique, il y avait sport. Bon, à chaque fois c'était la même remarque à mes bulletins, c'était ouais, bravo, super, bon sport, tu feras un peu mieux la prochaine fois. C'est pas que j'étais mauvais, mais enfin c'était pas voilà, c'était pas mon truc. Et sinon à côté de ça, je suis un enfant en fait qui a toujours eu énormément de projets. Je me souviens, à 11 ans, j'ai créé ma première entreprise. Création et vente de cartes postales. J'avais fait des actions, j'avais vendu des actions. Une fois que j'avais fermé la société, j'avais rendu l'investissement aux personnes qui m'avaient donné des sous pour les actions avec 10% de dividendes. Enfin, j'avais vraiment fait les trucs dans les règles de l'art. Et j'ai toujours eu des projets. J'ai toujours eu, à 12 ans, j'écrivais un premier petit livre que j'avais vendu à mes copains. Il y avait un côté, j'aimais créer des trucs et en même temps, j'aimais les vendre. Ça a toujours été assez présent très tôt. Et donc voilà, le côté entrepreneur, j'ai l'impression que c'était presque vissé depuis le début, quoi. Et puis j'étais un enfant très intéressé par les aspects mystiques, les mystères, la spiritualité. Je voulais être prêtre à 12 ou 13 ans, je crois. Et ouais, en gros, ce mélange-là d'entrepreneuriat, de mysticisme, d'introversion et en même temps j'allais vers l'extraversion pour quand même que les choses se passent, quoi. Donc j'étais dans ma bulle, mais en même temps, quand j'avais des vraies raisons d'en sortir, j'en sortais comme un fou furieux. Et ouais, j'ai grandi à peu près comme ça jusqu'à 13 ans où je découvre la musique. Et là, je veux devenir le nouveau Patrick Bruel, tu vois. Je suis décidé, je veux être auteur, compositeur, interprète. Je veux faire comme Johnny Hallyday, j'ai dit non, comme Jean-Jacques Goldman, comme Patrick Bruel, comme Jacques Brel, comme ouais, tous ceux que j'admire à l'époque. Je veux dire des choses et je veux que les choses que je dis en musique touchent des cœurs, touchent des âmes et changent des vies. Ça, je suis vraiment comme ça. Je me vois sur scène à changer des vies, à toucher des cœurs. Donc ça, c'est un peu, je dirais, l'enfant, l'adolescent que j'ai été, qui parle pas mal de l'homme que je suis devenu, puisque aujourd'hui je suis sur scène, je touche des cœurs, je touche des vies. Bon, je le fais pas avec de la musique, mais c'est quand même ça que je fais. Et je fais quelque chose qui est pas artistique, mais je pense que je le fais d'une manière assez artistique, quoi. Je pense que ma mère a dû voir ça très vite chez moi et elle a dû
je pense, faire des choses pour que. Elle était consciente de ça et je pense qu'elle était consciente que si elle me laissait dans cette zone de confort-là, ma vie allait être potentiellement, de son point de vue, compliquée. Donc je pense qu'elle a voulu corriger cette faiblesse-là, cette fragilité-là en tout cas. Donc elle m'a poussé à faire les mouvements de jeunesse par exemple. Ouais, elle m'a créé des conditions de vie en me poussant un peu, en me motivant un peu. Et donc à vivre des trucs qui m'obligeaient à sortir de ma coquille, même si c'était pas confortable pour moi. Plutôt que de me laisser dans le confort, elle m'a mis dans des inconforts tenables, mais qui m'ont permis quand même d'apprendre à sortir de cette coquille, apprendre à sortir de ce monde-là. Donc il y a eu les mouvements de jeunesse quand j'étais plus jeune, où elle a lutté pour que j'y aille. Et je pense que ça m'a appris des trucs. J'étais évidemment pas à mon aise, parce que se retrouver dans un groupe de personnes, c'est super chaud quoi, quand t'es introverti. Mais je crois que ça a été vraiment formateur. Ça là déjà. Je pense aussi que le rêve que j'avais de devenir auteur-compositeur, d'écrire des chansons, parce que ça j'aimais faire, mais c'était un truc très intérieur quoi. Le fait de me rendre compte que Goldman par exemple c'était un introverti, qu'il écrivait des chansons et qu'il a décidé de les chanter parce qu'il n'arrivait pas à les placer, il n'arrivait pas à motiver les autres à chanter ses chansons. Alors il fait je vais montrer que mes chansons elles marchent, qu'elles sont bien et je vais les chanter moi-même. Donc ça m'a inspiré à dire oui moi aussi je vais faire chanteur, mais ça a toujours été pour présenter mes chansons. Quand j'ai essayé de faire des trucs en tant que chanteur pur et dur, je sais pas, je me sentais pas à ma place. Donc il y a ça, je pense que quelque part ça m'a poussé à sortir. Et la dernière chose, c'est à 15 ans, je me souviendrai toujours, à 15 ans, je suis une fois de plus amoureux de la plus jolie fille de la classe, qui m'a friendzoné genre après une demi-heure quoi, c'était réglé quoi. Lui, ça va être mon meilleur ami. Ouais, bon, cool. Je vais tout lui dire. Même les choses qui se passent mal avec mon mec ou le mec que je vise, je vais tout lui dire et il va être super content. Et à un endroit, j'étais super content, mais j'étais super triste aussi. Et je me souviens un jour comme ça, je me vois encore, je suis assis à côté d'elle et à l'intérieur, c'est détruit à l'intérieur de moi tellement je vois où elle me place dans sa vie et tellement je voudrais qu'elle me place ailleurs. Et là, je décide et je dis maintenant, c'est terminé, je ne veux plus être timide. Et à partir de là, je pense que tous les jours, c'est comme si j'avais travaillé plus ou moins consciemment sur le fait de m'extravertir ou de ne plus être timide à ce point-là en tout cas. D'oser dire, d'oser avouer, d'oser... Et je suis encore sur ce chemin, c'est pas un truc que je fais parfaitement, mais je sais que ce jour-là, ça a switché quelque chose. Ça a choisi quelque chose. Ouais. On en revient à choisir. Choisir, exactement. C'était un choix non négociable, c'était vraiment un truc comme pour moi un choix non négociable, c'est comme si tu fais un contrat avec toi-même quoi. Tu te dis allez, là maintenant c'est ça et c'est plus ça. Et c'est aussi radical que de fermer une porte ou d'en ouvrir une. Et ouais, mon parcours était parsemé de moments comme ça, de très fort quoi, très fort intérieurement mais très fort quoi. Pour moi, c'est de l'amour déjà. Choisir, je pense que c'est la meilleure, si pas la seule façon de s'aimer réellement. Parce que si je tolère quelque chose d'intolérable, ce qu'on fait tous à différents endroits, on va tolérer des choses qui ne sont pas OK pour nous, pour tout un tas de raisons qui sont compréhensibles, parfois même inconscientes, mais on n'est pas en train de s'aimer, on n'est pas en train de faire corps avec soi, on n'est pas unifié avec soi. Et ça, là, c'est comme se blesser, c'est comme se manquer. Et choisir, pour moi, c'est avant tout un acte d'amour. C'est un geste d'amour vers soi. C'est comme à un endroit où on a été tordu par l'éducation, par la société ou par d'autres choses. Et c'est comme si à un endroit, on se retrouvait soi. Et de là, la trajectoire de vie peut être vraiment transformée, que ce soit sur le plan des relations, sur le plan du business, des entreprises, des projets, de l'argent, de tous les aspects de la vie en fait. Ils sont le reflet d'un choix ou d'un non-choix. Et choisir pour moi, c'est avoir l'opportunité de remettre les choses à la bonne place pour marcher un chemin qui est le sien, réellement, et qu'on sent, on fait, wow, c'est pas un chemin parfait, mais c'est mon chemin parfait. Et ça, on le sent. On sent qu'on est avec soi. Et je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Moi, j'appelle ça la sincérité. Mais
on pourrait essayer de ne pas faire moins que ça. Et ce serait déjà très doux envers soi. Je pense que ça révolutionnerait aussi pas mal de choses avec les autres et tout. Alors, Protocol Call, c'est marrant parce que c'est une sorte d'invention. J'ai toujours été une espèce d'inventeur, j'ai toujours aimé créer des trucs. Et je crois qu'après avoir vécu intimement différents choix non négociables, je parlais tout à l'heure de ce choix de je ne veux plus être timide, mais il y en a eu d'autres sur le parcours qui ont été très forts. Et il y a eu l'invention de ce Protocol Call parce que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé quelque chose, ça s'est fait en une fraction de seconde et ça a été profondément vécu, mais c'est pas pour autant que je suis capable de l'expliquer, ni de le faciliter, ni de le refaire. Et j'ai eu envie de comprendre et du coup j'ai pris le temps de méditer la question, de me dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans cet instant-là? Et comme si je prenais un microscope, j'ai été regarder qu'est-ce qui s'est passé là. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait des phénomènes intérieurs en fait qui sont absolument nécessaires, qui doivent se produire pour que le choix soit aussi puissant. Et puis j'ai comme qui dirait inventé un protocole étape par étape, il y en a 21, qui permet quand on les suit de se donner infiniment plus de chances de transformer quelque chose en un choix non négociable et pas un choix qui sera négocié par notre psychologie, nos habitudes de faire, d'agir, de penser, l'entourage parce qu'on a une posture permissive, hein, toutes sortes de choses, toutes sortes de phénomènes qui font que simplement le rêve qu'on poursuit, le désir qui nous anime, le besoin qu'on a identifié, ben juste il va être sacrifié parce qu'on va pas le prendre à bras le corps. Et le protocole Call, il est là pour ça, pour permettre à des personnes de s'honorer elles-mêmes, de reconnaître ce qui est précieux pour elles et de vraiment de l'asseoir à l'intérieur d'elles-mêmes de manière qui soit tellement profonde, tellement puissante que ça vient transformer tout leur être en fait. Et donc les relations et donc les résultats, forcément. Dans toutes les sphères de sa vie. Toutes les sphères de sa vie, ouais. Oui, parce que tout est le reflet d'un choix ou d'un non-choix. Il y a une phrase que j'aime beaucoup partager à mes clients, mais qui est une phrase, toujours je leur dis, elle est dure quoi, m'en voulez pas, elle est dure, vous n'êtes pas obligé de la prendre, je suis obligé juste de la poser à vos pieds, prenez-la si elle fait sens pour vous. Par contre, c'est une phrase qui donne énormément de pouvoir et de force et de puissance, mais elle est difficile et assez indigeste. Moi, je commence par leur dire, vous avez aujourd'hui ce que vous tolérez. C'est ce que vous tolérez. Votre vie est le reflet de ce que vous tolérez. Ce n'est pas le reflet de vos désirs, de vos espoirs, de vos rêves, de vos mérites. C'est le fruit de ce que vous tolérez. Autrement dit, c'est le fruit de ce à quoi vous consentez, ce à quoi vous êtes d'accord, inconsciemment et consciemment. Et évidemment, comme on sait qu'il y a énormément de choses qui se passent inconsciemment, il ne s'agit pas de se culpabiliser avec ça. C'est pas, on est responsable, pas coupable. Responsable, responsible, capable de réponse. Donc on est capable de répondre à ça. Et l'idée c'est vraiment de bouger des petites choses dans sa trajectoire de vie pour équilibrer ses relations, aller toucher les résultats qu'on n'a jamais touchés, développer son business si c'est ce qu'on a envie, résoudre des conflits, éclairer sa vie, quoi, en gros. Ah bah, de toute façon, il y a déjà une première possibilité qui est de me suivre sur les réseaux, d'aller voir le site internet. C'est vraiment la pierre d'angle, la pierre de base de tout ce que je fais, que ce soit pour des particuliers ou pour des entrepreneurs ou pour des chefs d'entreprise. C'est présent dans tous mes accompagnements. C'est vraiment filigrane de tout ce que je propose. Tout se déploie à partir de là. Donc il y a des propositions différentes, diverses et variées pour les personnes qui voudraient l'attraper au vol, qui voudraient. Il y a des propositions qui sont accessibles tout à fait gratuitement et des propositions plus engageantes de formation, d'accompagnement. Donc tout ça est disponible sur la toile. Voilà. Ma mère, c'est mon premier coach. C'est marrant parce que ma maman, elle avait une question de coaching absolument extraordinaire et assassine à la fois. À chaque fois que je lui montrais, mais parce qu'à l'époque, on avait des interros, il y avait des notes. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, mais à l'époque, il y avait des notes, puis on présentait ces notes, puis les parents devaient signer comme quoi ils avaient vu la note qu'on avait reçue à l'examen, au test, au contrôle. Et à chaque fois, elle me posait juste la question, elle me dit « Est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Et c'était terrible comme question parce qu'en fait, elle me renvoyait à moi-même. Et donc, même quand j'avais 17 sur 20 et qu'elle me posait la question « Est-ce que tu as fait de ton mieux ?» je savais si j'avais bossé ou pas bossé. Je savais si j'avais étudié ou pas étudié. Je savais si j'avais fait les efforts ou pas. Et elle valorisait beaucoup ça. C'était peu importe le résultat, du moment que tu as
poser de manière sérieuse les efforts dans la direction. Et là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ma mère, elle me poussait à faire le pas de plus dans ce petit espace dans lequel tu vas toucher l'excellence. C'est-à-dire que l'excellence, c'est toujours faire bien et un peu plus. C'est donner ce qui est confortable pour nous et puis voir si on ne peut pas donner un peu plus, si on ne peut pas faire un pas de plus. On a passé 1 heure sur ce poème. Il est bien. Il y a plein de gens qui nous diraient qu'il est bien, mais on va juste se dire, tiens, est-ce que je ne peux pas l'amener un tout petit peu plus loin encore? Ça, c'est ce qu'elle faisait avec moi. Et d'ailleurs, c'était étonnant parce que j'ai commencé une carrière musicale et ma maman est décédée quand j'avais une vingtaine d'années. Jusqu'à 20 ans, tous les castings, je les réussissais. J'ai gagné une émission télé sur la première chaîne de télé belge où je chantais une chanson. Puis j'ai été pris comme premier rôle pour La Belle et la Bête dans une comédie musicale qui a fait 25 000 entrées en Belgique. Tout, c'était, chaque fois, ça n'allait que de réussite en réussite. Et au moment où elle est décédée, ma carrière est passée de je n'ai que des réussites à je galère, je passe juste à côté, je suis à 2 doigts d'eux, mais ça ne se fait pas. Tout des rendez-vous manqués. J'ai mis longtemps à comprendre ça, et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, sa présence, combinée à la mienne, faisait quelque chose qui n'était pas le fruit que de moi-même. Elle me proposait d'aller un pas plus loin, et c'est ce pas plus loin qui faisait que, boum, les choses se passaient, plutôt que presque. Et je crois que c'est vraiment la plus belle leçon qu'elle m'a montrée, c'est de bien s'entourer, de ne pas vouloir faire seul pour montrer à quel point on est fort, mais de vouloir faire des grandes choses et de se rendre compte à quel point on a besoin d'avoir autour de soi des personnes qui vont venir apporter un supplément d'âme, un supplément de compétences, un supplément d'énergie, du soutien, du support. Et tout ça, c'est très très précieux pour moi. Et c'est très important pour moi. Et j'y mets beaucoup d'intensité aujourd'hui parce que je sais que j'ai envie de faire des grandes choses. Et je pense, j'ai quasiment 45 ans, je pense que je commence à être prêt à sortir de ce besoin égotique que j'avais, de me rassurer sur le fait que j'étais quelqu'un de valable, qui voulait donc prouver qu'il était capable de faire les choses par lui-même, pour commencer à me dire je m'en fous de savoir quelle est ma part dans tout ça, je veux que ça existe. Et c'est tout nouveau, enfin, je suis en train d'arpenter ce chemin-là. Mais donc du coup, je m'entoure beaucoup. J'ai des coachs, coach sportif, coach mindset, j'ai une psychothérapeute avec qui je travaille des points précis. J'ai des amis sages à plein d'endroits pour essayer de diriger mon bateau dans une belle direction. Ouais, l'entourage, c'est super important pour moi. Complètement. La réussite que j'ai aujourd'hui, c'est le reflet de la fédération d'énergie et d'intelligence qui sont complètement... c'est presque une œuvre collective, tu vois. C'est presque une œuvre collective. Enfin non, c'est une œuvre collective. Je dis c'est presque parce que je pense que je m'attribue encore une grande part et du travail et des résultats. Mais je pense que c'est une erreur, ça évoluera avec le temps. Je vais encore grandir en sagesse, en maturité, certainement. Mais ouais, c'est ça, c'est eux qui font qui je suis, ce que je suis capable de livrer, en tout cas en bout de course. Et les grands artistes ont un entourage absolument colossal et on ne voit qu'eux. Mais derrière, s'il n'y a pas toute l'équipe, s'il n'y a pas l'intelligence, s'il n'y a pas la compétence de chacune des personnes là où elles se trouvent et un ensemble d'humains qui travaillent ensemble dans une direction donnée, ça ne crée pas de la magie, quoi. Donc voilà, j'essaie de créer cette magie-là. Puis, Inch'Allah, on verra. Ouais, il y a une valeur que j'aime beaucoup, c'est la délicatesse. Il y a une forme de sensibilité, il y a une forme de raffinement, il y a une forme d'élégance dans ce terme-là. J'aime beaucoup la délicatesse parce que je crois que la délicatesse, c'est ce qui nous permet d'aller rejoindre l'autre là où il n'a pas l'habitude d'être rejoint. Et ça ne veut pas dire que je fais preuve de délicatesse à tout moment de ma vie, à 100%. Ça veut dire simplement qu'il y a quand même une intention, une tension vers essayer d'aller toucher quelque chose de juste dans le rapport à l'autre, d'essayer d'être délicat, quoi, pas arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, complètement dans le moi,
essayer de faire attention, quoi. Essayer de faire attention à l'autre, essayer de faire attention à ce qui est en train de se passer. Donc la délicatesse, c'est quelque chose qui est une jolie manière, je pense, d'utiliser une sensibilité pour amener quelque chose que l'autre va déguster, quoi. Donc excellence, délicatesse. Excellence, délicatesse. Il y a une forme aussi si tu veux, d'élégance et de générosité. Il y a un truc, en tout cas, de l'ordre de je fais tout ça, mais pour l'amour, quoi. Je fais pas tout ça pour. Il faut que ça vaille la peine de faire tout ça. Donc la notion vraiment que ça parte d'une dimension d'amour, d'une dimension d'apporter un peu plus d'amour, ça fait sens, ça fait complètement sens. Alors c'est drôle parce que j'ai pas vraiment le choix, vu qu'à 11 ans, j'étais à la fois en train de créer ma première entreprise, très humblement, et en même temps, j'avais cet appel à la vocation à devenir prêtre. Donc la spiritualité et l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que ça a toujours été présent dans ma vie. Donc c'est pas comme si je m'étais dit tiens, je vais mélanger ces deux trucs-là. C'est plutôt comment est-ce que je fais en ayant ces deux aspects chez moi dans ma vie qui sont aussi importants. Et j'ai pris du temps, je crois que ça a pris du temps pour que simplement je regarde l'un et que je dise bah ouais, c'est moi. Et que je regarde l'autre et je dise bah ouais, c'est moi. Et que j'arrête de me dire je suis pas normal. Et que je commence à dire je suis comme ça. Donc maintenant, je fais quoi avec ces aspects-là? Comment est-ce que je vis avec ça? Ça a pris du temps que je pose les mots et que je l'assume. Ça a pris pas mal de temps à cet endroit-là. Et je pense que si tu veux, même encore aujourd'hui, ce sont des mots. C'est pas des mots par lesquels je me définis, mais je pense que c'est des mots qui permettent en tout cas à des personnes qui ne connaissent pas du tout d'avoir une porte d'entrée, puis après on peut aller plus loin dans la conversation. Donc c'est pas comme si je me disais je suis entrepreneur spirituel, puis c'est qui je suis. Mais je pense que quand je dis entrepreneur spirituel, les gens comprennent qu'il y a une dimension profonde, une dimension de conscience et une dimension en même temps de concret, de matière, d'agir, de projet. C'est ça que j'ai essayé de symboliser avec ce terme-là. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé à communiquer avec ça. Ça a pris du temps que je pose le mot, quoi. Toujours. Même quand je voulais être nouveau Patrick Bruel, que je suis tombé en amour avec la musique quand j'avais 13 ans, je commençais à écrire des chansons, etc. En parallèle de ça, j'organisais moi-même mes concerts, je faisais la production de mes concerts, c'est-à-dire que j'étais en train de créer. Et donc j'ai toujours entrepris ma carrière artistique. D'ailleurs, justement, je voulais pas signer avec une maison de disques, je voulais pas avoir un producteur parce que je sentais que j'allais plus pouvoir avoir la main sur ce que j'étais en train de créer, d'exprimer. Donc ouais, je pense que j'ai toujours été entrepreneur, sauf que ça a pris des formes différentes, quoi. Je crois que dans ma carrière d'entrepreneur, ça fait 13 ans maintenant que j'en vis. C'est vraiment ma profession, même si j'ai toujours entrepris. Et je pense que le plus gros défi, le plus gros challenge, ça a été juste avant que je devienne entrepreneur, que ça devienne mon métier. Je suis parti dans une tournée qui s'appelait l'Arrache Tour. Donc j'avais acheté un van des années 60. J'avais mis toutes mes économies dans l'achat de ce van. On l'avait repeint aux couleurs de l'Arrache Tour. Et puis on était parti avec 3 potes, des musiciens. On faisait une ville par jour. On faisait un concert à l'arrache. Il n'y avait rien qui était prévu. Il n'y avait pas de salle. On jouait à la sortie des plages. On a joué sur la place de Bordeaux. À l'arrache, à se faire déloger par les flics à la fin. Enfin bref, on a joué un peu partout comme ça. Et à la fin de ce tour-là, moi, j'espérais que ce soit suffisamment original, suffisamment remarquable pour que ça lance ma carrière, quoi. Et en fait, il s'est pas passé grand-chose. À l'époque, je publiais tous les jours sur YouTube. C'était le début de YouTube, en plus, il y a une paye de ça. Je publiais tous les jours une sorte de vlog. Il n'y avait pas encore le vlog, ça n'existait pas. Une sorte de vlog qui expliquait la journée. Et c'était ouf parce que j'avais 400, 500 vues. Donc, le truc ne marchait pas, quoi. Et je suis parti 40 jours, 45 jours, je sais plus, sur les routes de France. Je suis rentré, j'avais plus un bal, j'avais pas buzzé, j'avais réussi à me disputer avec les mecs avec qui j'étais parti. J'étais dans un état dans lequel j'étais désespéré, plus d'énergie, plus d'argent, plus de confiance.
Et là, tu vois, à ce moment-là, je me dis, putain, maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'arrive pas. J'ai des bonnes idées, mais j'arrive pas à ce que ça se concrétise par de l'argent. Ce que je voulais dire par là, c'était, je voudrais pouvoir aller de projet qui marche en projet qui marche, et pas de projet qui aurait pu marcher à je me reconstruis, je retente un truc qui aurait pu marcher, je m'écroule, je me reconstruis, pour rentrer à je pose quelque chose, waouh, ça tient, et là-dessus, je peux construire autre chose de plus grand, et puis de plus grand, puis de plus grand, puis de plus grand. Je voulais aller d'accomplissement en accomplissement. Et c'est le moment où, juste après, je vais avoir mon premier coach business qui va me faire découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat, avec qui je vais découvrir Tony Robbins, le coach américain, avec qui je vais découvrir le marketing, avec qui je vais découvrir le copywriting, avec qui je vais découvrir plein de choses que je connaissais pas du tout, et surtout l'entrepreneuriat. Donc je tombe dessus suite à cette faillite complète, qui a été mon plus gros challenge depuis lors. J'ai eu des hauts et des bas, mais des trucs où je donne tout et je reviens, mais en faillite totale, financière, personnelle, de confiance, d'énergie. Heureusement, je touche ce que je peux toucher, tu sais, c'est pas du bois, mais c'est pas grave, que ça se reproduise pas, quoi. Ouais, savoir s'entourer, je pense que c'est important. Avant ça, je pense que c'est important de comprendre qu'être entrepreneur, c'est autant de privilèges que de sacrifices, comme n'importe quel autre métier. C'est pas mieux que d'être salarié, c'est pas mieux que d'être autre chose. Donc il faut sortir de la tête qu'il y a un statut qui est mieux qu'un autre. Il faut juste peut-être mettre en lumière quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre, et de voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me va. Et ça, je pense que c'est mettre de la lucidité là-dessus, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat en pensant qu'il n'y a que des avantages et pas des inconvénients, ben les inconvénients nous rattrapent. Puis il y en a aussi. L'autre chose, c'est vraiment d'essayer de bâtir son entreprise sur quelque chose qui nous fuel, qui nous donne vraiment de l'énergie. Parce qu'il y a des moments où on aura du succès et des moments où on aura moins de succès. Et ce qui nous permet de bâtir de la réussite sur le long terme, c'est que quand on a moins de succès, on continue de faire parce que ça nous habite, ça nous nourrit. Et quand on a du succès, on continue de faire parce que ça nous habite, ça nous nourrit. Donc c'est pas relié à des phénomènes externes sur lesquels on n'a pas la main. Sinon, c'est dents de scie émotionnel et ça peut être très très fatigant et très destructeur aussi. Donc de vraiment partir de quelque chose où j'aime ce que je suis en train de faire, je le ferai gratuitement et je vais le faire avec de plus en plus de compétences, de conscience et d'expansion. Et quand viendra le moment de récolter les fruits, je vais récolter les fruits pour continuer à le faire, etc. Mais je pense que c'est plus sain si ça part d'un mouvement comme ça que si ça part d'un mouvement de je veux attraper quelque chose, je veux un lifestyle, je veux ceci, je veux cela. Je crois que c'est plus sain sur le long terme. Je commence à être un tonton, donc voilà, c'était c'est des conseils de tonton, tu vois, mais c'est les conseils d'un mec qui a traversé 2-3 trucs dans sa vie aussi et qui fait que je sais ce que c'est que d'être jeune, je sais ce que c'est que d'être plus âgé, et je sais aussi, avec le temps, comment certaines choses apparaissent et disparaissent. Donc, ouais, quelqu'un qui se lancerait dans l'entrepreneuriat, je lui dirais, tu pars pour un marathon, assure-toi d'aimer courir, parce qu'il y a des moments où tu vas voir la ligne d'arrivée se rapprocher, d'autres moments où tu vas voir la ligne d'arrivée vraiment se reculer, puis si t'aimes pas courir, t'es dans la merde. Donc, assure-toi d'aimer courir, d'aimer ça pour ce que c'est. L'énergie, c'est vraiment un truc capital quand on est entrepreneur, parce que c'est notre énergie qu'on va convertir en investissement, c'est notre énergie qui va faire que nos équipes vont être engagées, c'est notre énergie qui va faire que les choses vont avancer. Donc, soigner son énergie, je pense que c'est parmi les entrepreneurs que je trouve le plus de personnes qui sont vraiment soucieuses de ça. Pour ma part, ce que j'ai vraiment compris encore plus fort récemment, c'est que l'idée, c'est pas d'imaginer quelque chose d'idéal et de s'imposer des changements colossaux du jour au lendemain. L'idée, c'est optimiser d'1% à chaque fois qu'on en a l'occasion. Parce que c'est le cumulé de petites habitudes qui fait vraiment une différence. C'est pas des gros trucs qu'on va mettre en place du jour au lendemain puis qu'on va abandonner aussi sec parce que c'est trop violent pour notre système. C'est de se dire, OK, maintenant ça a l'air plutôt stable, qu'est-ce que je rajoute? Et pour ma part, je suis vraiment là-dessus. Donc, la première chose que je me suis rendu compte il y a 18 mois de ça, c'est que physiquement, j'avais plus la patate que j'avais précédemment et je bougeais pas beaucoup. J'étais très sédentaire. Donc je me suis dit, OK, allez, on recommence le sport.
Et le sport m'a permis de perdre un peu de poids, de me sentir mieux dans mon corps, d'être plus en forme, d'avoir plus au niveau cardio, etc., même plus de confiance. Donc c'est une première petite habitude que j'ai mis en place. Et puis je me suis dit, tiens, tu lis plus beaucoup. Donc je me suis réacheté plein de bouquins. Là, j'ai un endroit où je lis chez moi avec un chouette fauteuil un peu comme ici. Et à côté, j'ai, je sais pas, 30 bouquins avec des signés dans tous les sens. Je lis 30 bouquins à la fois. J'avance un peu tous les jours dedans, suivant l'humeur. Et j'apprends des trucs et j'implémente des trucs. Et le fait de continuer à se nourrir intellectuellement, même si c'est des choses qu'on connaît déjà, c'est comme fréquenter quelqu'un qui nous raconterait des histoires, qui nous inspirait, etc. Donc je lis. Je médite énormément, c'est-à-dire j'ai une pratique mystique qui m'a été transmise par Serge Eveco, pour pas le nommer, qui est une pratique issue du Kriya Yoga, qui est une lignée une lignée, je dirais, originaire d'Inde, mais qui est orientée sur la pratique, pas sur des croyances, sur des dogmes, mais vraiment sur des moyens habiles de créer des états internes qui sont beaucoup plus féconds que d'autres. Et donc ça, c'est une pratique qui est vraiment très posée chez moi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est vraiment bouger dans le corps, bouger dans l'esprit, une pratique méditative ou une pratique en tout cas mystique qui permettent d'être dans des bonnes énergies, de cultiver les bons états internes. Ça permet déjà d'avoir pas mal de clarté mentale. Et puis après, voilà, il y a plein de choses que je rajoute, mais déjà, ça c'est vraiment pour moi le gros bloc de base. Le client pulsant, donc c'est un client en fait qui, comme son nom l'indique, il pulse, et en fait c'est comme un battement de cœur à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, c'est à vraiment façonner leurs clients pulsants pour que leur entreprise soit vivante des clients qui viennent. Moi, ce qui me donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, je remarque que les clients que j'ai vraiment à cœur d'aider sont des personnes qui ont en général des valeurs profondes, qui ils ont une force en eux, ils ont développé de la compétence, de la pertinence dans un domaine, mais ils osent pas. Ils osent pas toujours se montrer, ils osent pas toujours dire qui ils sont, ils osent pas toujours dire aux autres qu'ils ont un truc extraordinaire, ils sont un peu discrets, parfois un peu secrets, un peu introvertis, tu sais. Et moi, ce que j'aime vraiment chez ces clients-là, c'est les accompagner, leur donner des autorisations pour que tout à coup, ils puissent s'autoriser à montrer un peu plus ce qu'ils font, ils puissent s'autoriser à aller vraiment vers le client qui leur correspond, à se rendre compte de la valeur qu'ils apportent et à oser la monnayer à hauteur de ce que ça vaut réellement et pas de ce qu'ils osent à peu près demander. Donc ce sont vraiment des clients que j'aime voir s'expanser parce que ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux est un trésor et vraiment quelque chose qui mérite pour moi d'être vu. Donc ce sont des personnes qui sont assez souvent tournées vers l'autre, qui ont une volonté d'apporter de l'amour, de la paix, de la conscience dans ce monde, de laisser sur leur passage une traînée qui soit une traînée positive dans la vie des autres. À eux, j'ai vraiment envie de tout donner parce que je sais que quand eux, ils expansent leur truc, leur message, leur action, en fait, ils touchent des vies d'une belle manière. Et donc, donner de l'énergie à cet endroit-là, c'est comme démultiplier ma propre intention. Donc ça, ce sont vraiment mes clients de cœur. Alors, ils peuvent être débutants, ils peuvent être très avancés, mais je vois que ce soit les multimillionnaires ou des gens qui n'ont jamais vendu d'offres encore, ceux avec qui on fait du super boulot et ceux avec qui il y a une vraie alliance qui se tisse, c'est ceux-là, quoi. Le cœur vraiment de ce que je fais, c'est la dimension du choix. Ça, c'est vraiment le cœur. Après, ce que j'ai observé, c'est que pour bien choisir, j'avais besoin de poser une base qui est le protocole call, qui est vraiment, je dirais, l'élément qu'on va retrouver dans tout ce que je propose. Et puis, il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'en fait, elles veulent changer un peu tout azimut dans leur vie. Elles veulent changer tous les aspects de leur vie, que ce soit leurs relations, leur santé, leurs finances, leur business, leur projet de vie. Elles veulent vraiment changer tout ça. Donc, j'ai un séminaire, en fait, qui s'appelle Changer de monde, qui est un séminaire qui permet justement de bouger sa trajectoire de vie, de bouger ses horizons de vie grâce au protocole call et grâce à tout un processus dans lequel j'accompagne les personnes. Donc, ça, c'est vraiment une sphère pour les particuliers. Et puis, il y a toute la sphère plus entrepreneur qui est vraiment voilà, moi, étant entrepreneur depuis toujours, j'adore ça et j'adore échanger avec des entrepreneurs et donc les aider à expanser leur entreprise. Et donc là, on a des entrepreneurs qui sont soit débutants. Donc là, je vais leur proposer d'entrer dans l'incubateur qui est là pour les aider à arriver jusqu'à 6 chiffres et plus, 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et plus. Donc c'est vraiment là toute la maturité de
j'ai une activité, comment est-ce que je la fais évoluer vers quelque chose de plus puissant. Et puis au-delà de ça, j'ai des personnes qui vont rejoindre un mastermind, un groupe vraiment d'entrepreneurs qui vont être comme des frères, des sœurs les uns pour les autres, se soutenir, s'inspirer et grandir ensemble. Je veux vraiment créer une culture un peu comme Saint-Germain-des-Prés ou la Silicon Valley, tu vois, cette culture dans laquelle les gens se rencontrent, il y a des idées qui seraient jamais nées autrement, il y a des partenariats qui se tissent, il y a du soutien, il y a vraiment un échange fort. Et ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs plus avancés. Ça, c'est pour la partie vraiment entrepreneuriale. Et puis, il y a une dernière partie qui est, j'ai depuis toujours une espèce de nature thérapeutique qui fait que quand je vois ou je sens que l'autre est pas vraiment bien dans son être, pas bien dans sa peau, j'ai l'élan d'avoir une conversation avec lui ou l'élan de faire quelque chose. Et de par mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont ce parcours de vie-là. Soit ils sont formés à la psychothérapie, soit ils sont devenus coachs, soit ils sont énergéticiens, soit peu importe leur discipline, mais sont des personnes qui sont vraiment tournées vers embellir la vie de l'autre. Et j'ai eu à cœur en fait d'ouvrir un espace dans lequel pourraient sortir de là des personnes qui connaissent le protocole call en profondeur et qui sont capables d'accompagner des autres personnes à poser des choix non négociables, à avoir ces switches que moi j'ai eu. Je veux plus être timide, je veux plus, je veux maintenant voir comment ça se passe pour que ça fonctionne, que ça marche. Et du coup, j'ai créé Praticien Call, qui est une formation en accompagnement pour les personnes qui veulent aider les autres, mais avec un protocole de coaching qui est simple, extrêmement adapté à tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'être très versé ni dans le développement personnel, ni dans la spiritualité pour pouvoir faire un protocole call. On pourrait même le faire avec un ado, avec un enfant, parce que c'est finalement des questions assez simples et on peut amener ça de manière très ludique. Et donc, j'accompagne des personnes vraiment à prendre la mesure de ça et à devenir des personnes ressources pour les autres. Ça, c'est vraiment les trois aspects. L'aspect pour les particuliers, l'aspect pour des gens qui ont une entreprise, puis l'aspect pour des gens qui veulent devenir une source d'aide pour les autres, quoi. Et c'est à peu près le large panel de ce qu'on propose aujourd'hui avec Stellaire. Et donc ça, c'est ton business bénédiction. Ouais, c'est complètement ça. Alors, bon, on se dit tout. Ce qui a présidé au choix d'écrire un livre, c'est que je me suis rendu compte que j'avais un message à passer, mais que j'étais pas pris au sérieux. Et du coup, le message passait pas. J'avais quelque chose à dire à l'autre, mais l'autre, il me percevait pas dans son univers comme quelqu'un qui avait quelque chose à lui dire. Je prends toujours cette image-là, tu vois, le parcours du héros. Il a sa quête, il doit essayer, je sais pas, de faire quelque chose d'extraordinaire, et puis sur son chemin, il va faire des rencontres. Et s'il rencontre à un moment donné un mec habillé de guenilles qui lui tend une espèce de fiole avec un truc vert dégueulasse et qui lui dit « bois ça, ça va aller bien pour toi », il est probable qu'il passe son chemin. Et s'il rencontre sur son chemin un magicien, tout dans son habit de magicien, qui lui donne une potion dorée et qui rayonne de lumière et qu'en plus de ça, il y a une petite musique et les oiseaux se posent dessus, il va faire « je vais le boire le truc, je pense que c'est bon pour moi », tu vois. Et la différence qu'il y a entre les deux, c'est une apparence, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas négliger l'apparence en pensant que l'autre allait voir ce qu'il ne voit pas. C'était mon travail de me rendre visible dans son univers pour qu'il puisse entendre que j'ai quelque chose pour lui. C'était mon travail de me rendre visible dans son univers. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, comment je fais ça? Et je me suis dit, il faut que tu écrives un livre. Parce que quelqu'un qui a écrit un livre, c'est quelqu'un qu'on va écouter différemment. Donc, je l'ai écrit avec cette intention-là. Et je l'ai aussi écrit parce que j'avais envie de préciser ma pensée, parce que j'avais envie à un moment donné de poser un certain nombre de choses par écrit qui étaient un peu comme mon manifeste, qui étaient un peu comme « Hey les gars, voilà qui je suis, voilà où je m'en vais, puis je pose la première pierre là, comme ça vous savez qui je suis. » Ok, c'est clair, je suis le mec qui écrit business, bénédiction, donc je suis le mec qui réunit l'entrepreneuriat et la spiritualité, je suis le mec qui parle d'amour dans son livre de business, je suis ce gars qui propose de non pas uniquement avoir un business rationnel, mais d'avoir un business qui unifie le rationnel et des aspects plus sensitifs, des aspects de ressenti. Et tout ça pour en faire une bénédiction pour toi, pour tes clients, pour le marché et au-delà. Et c'est une graine que j'avais envie de semer. J'avais juste envie de dire, hey, moi je crois que c'est possible. J'ai pas toutes les réponses, mais je crois que c'est possible. Je vais dans cette direction et en gros, qu'ils même me suivent, quoi. Donc c'est ça le sens du livre Business Bénédiction. Et pour te répondre, un business bénédiction, il a 5 caractéristiques que je décris dans le livre.
Et ces 5 caractéristiques sont des caractéristiques qui font que rien n'est oublié. Le service au vivant n'est pas oublié, la rentabilité n'est pas oubliée, l'efficience n'est pas oubliée, parce que ça sert à rien de gagner des millions d'euros si tu travailles 90 heures par semaine, que tu n'as pas le temps de voir tes enfants, ou que tu n'as pas d'autre place dans ta vie pour des choses qui sont aussi importantes pour toi éventuellement. Puis c'est un business que tu kiffes, parce que si tu kiffes pas ce que tu fais, tu tiens pas sur la durée, tu te fatigues, quoi, tôt ou tard. Et puis il y a une 5e caractéristique, mais comme je les ai pris dans... Ah oui, c'est ça, la dimension de sagesse, merci de me rappeler, qui est cette dimension d'alignement en fait, qui est cette dimension de ce que je vais poser va pas s'arrêter avec moi. Et ce que je vais récolter va aussi, enfin il n'y a pas que ce que je vais récolter, il y a aussi les répercussions que ça va avoir dans la vie de l'autre. Donc est-ce que j'ai bien mesuré tout l'impact et est-ce que j'ai pas envie de changer quelque chose dans ma décision pour être plus sage. J'aime bien utiliser cette image-là. Quand tu sèmes une graine, un jour elle va devenir un fruit et ce fruit il va te revenir, il faudra que tu le manges. Donc si tu sèmes des graines de fruits pourris, tu vas devoir manger des fruits pourris. Personne ne veut manger des fruits pourris, mais parfois on ne comprend pas le lien qu'il y a entre j'ai semé cette graine-là et je récolte ça. Nous humains on est comme ça et c'est normal. Du coup, on peut faire un déni dessus. On peut se dire ce qui m'arrive, ah, je le subis, c'est pas ma faute, c'est la société, c'est ceci, c'est cela, c'est Dieu, j'en sais rien. Et après, derrière, on fait des trucs de merde et on s'en rend pas compte non plus. La sagesse, c'est se dire ce qui m'arrive, c'est une récolte de quelque chose que j'ai semé. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et comment est-ce que je peux apprendre quelque chose de ça pour semer une meilleure graine, pour petit à petit se créer un chemin qui est de plus en plus harmonieux, de plus en plus équilibré, quoi, de plus en plus heureux. Je l'ai choisi avec un protocole call, c'est pour commencer. En fait, j'ai pas l'impression de choisir les partenaires, j'ai plutôt l'impression qu'ils apparaissent dans ma vie et de les reconnaître plutôt que de les choisir. Je suis pas le type qui va faire, tu vois, un casting, avoir 20 personnes avec son questionnaire et puis après derrière, il va sélectionner, tu sais, j'ai plutôt besoin de clarifier voilà, vers où je vais, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience avec cet humain-là, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir lui permettre de vivre comme expérience avec moi. Et une fois que j'ai plutôt clarifié ça, alors à ce moment-là, comme un peu par enchantement, la personne apparaît et je la reconnais et le truc se lie. J'aime bien en tout cas faire de cette manière-là. Donc ouais, c'est plutôt un entourage qui apparaît qu'un entourage que je façonne ou que je crée. Ouais. Après, c'est bien sûr, c'est avec le temps, tu affines des choses, quoi. Mais avant de communiquer, il faut déjà avoir pris le temps de communiquer avec soi, parce que sinon tu vas introduire dans la communication avec l'autre tout ton flou ou toutes tes insatisfactions ou tous tes manques ou toutes tes mauvaises recherches. Enfin bref, tu vas arriver dans la communication avec quelque chose d'irrésoluble en fait. Et ça sert à rien parce qu'on est deux à résoudre un problème que l'autre aurait dû résoudre tout seul. Et voilà, donc j'essaie de faire attention, même si j'y arrive pas toujours, mais j'essaie de faire attention d'entrer sur le terrain de la communication quand j'ai déjà bien communiqué avec moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que déléguer, c'est abandonner. C'est comme ça, là, j'ai envie de me débarrasser de cette tâche, je la délègue. Et en fait, déléguer, ça ne doit pas être abandonner une tâche. Ça doit être parce que j'ai une vision précise vers laquelle je tends et qui m'enthousiasme, alors je veux trouver les moyens de réaliser et concrétiser ça. Alors je vais utiliser toutes sortes de leviers, comme l'automatisation ou la délégation. L'automatisation, c'est un rapport à la machine. La délégation, c'est un rapport à l'humain. Et ce sont des leviers différents, ce sont des leviers qui sont précieux. Puis vraiment l'idée, c'est que déléguer, c'est utiliser une forme de levier. C'est pas abandonner à l'autre et c'est certainement pas espérer que l'autre nous débarrasse de quelque chose. On est chef d'entreprise, ça veut dire que c'est sur nos épaules que repose le fait qu'on aille dans la direction de ce qu'on a choisi de rendre possible. Puis à côté de ça, il y a des personnes qu'on a envie d'inviter sur notre bateau et puis il faut dire, bon, pour aller là-bas les gars, il faut que quelqu'un fasse ça. Ou toi, écoute, je pense que tu as les compétences, tu pourrais t'occuper de ça, ça te parle, oui, ok, go. Ou à d'autres moments, c'est hey, go, fais ça parce qu'on est en pleine tempête et qu'il faut passer en mode un petit peu plus musclé. Mais voilà, déléguer, c'est pas abandonner, c'est vraiment utiliser un levier extraordinaire qui est la relation humaine pour atteindre nos buts, quoi.
moi j'aime bien d'abord, tu vois, repartir de ma vision, c'est ce que je vise. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui entendent vision comme j'imagine un truc, ou je rêve d'un truc, ou je fantasme sur un truc. Non, ma vision, c'est un objet précis que je vise. Et parce que je le vise, je suis en mouvement vers ça. Et parce que je suis en mouvement vers ça, je mobilise mes énergies dans une direction qui fait sens pour moi. Et quand ma vision, du coup, est plus large que moi-même, alors du coup, ça mobilise aussi l'énergie et le mouvement d'autres autour de moi. Donc l'idée, évidemment, c'est si je veux embarquer sur mon bateau une personne, il va falloir que j'ai une vision d'un certain type. Si je veux en embarquer 10, ça va être une vision d'un autre type. Et plus ma vision est grande, plus elle a la potentialité d'aimanter, d'attirer les personnes, de fédérer des compétences de haut niveau, de fédérer une aventure extraordinaire. Donc l'idée, c'est évidemment d'avoir une vision très enthousiasmante. Mais on ne peut pas avoir une vision très enthousiasmante et rationnelle sur un très court laps de temps. Parce que, en fait, on a toujours tendance, c'est une loi qui a été démontrée à de nombreuses reprises, on a tendance à survaloriser ce qu'on pourrait faire en un an et sous-valoriser sous-estimer ce qu'on pourrait faire en 10 ans. Du coup, notre vision à 10 ans, on va toujours l'estimer un peu plus basse naturellement et notre vision à un an beaucoup plus haute. Du coup, avoir une vision à long terme, ça permet d'une part de rêver grand, mais d'une manière qui soit rationnelle, dans le sens où on n'est pas en train de rêver grand, de se dire, voilà, si moi je dis dans un an, il y aura 10 000 personnes dans une salle et il n'y a personne qui va y croire, même pas moi. Par contre, si on se dit dans 10 ans, il y aura 10 000 personnes dans une salle et puis il y aura ça, là, ça commence à devenir crédible, ça devient possible. Il y a un certain nombre de choses qui vont devoir apparaître sur ces 10 ans, il y a une somme colossale de travail qui va devoir être fournie à différents endroits, mais on peut commencer à y croire. Et si toi, tu vises ça et que tu crois à ça, tu vas entraîner autour de toi des gens qui vont croire à ça avec toi. Et c'est parce qu'ils croient avec toi, qu'ils travaillent avec toi, c'est parce qu'ils mobilisent leurs énergies avec la tienne que ça devient potentiellement possible. Donc avoir une vision, c'est amener de la stabilité et c'est amener aussi la possibilité de viser grand et donc de créer quelque chose qui fait vibrer, qui excite notre énergie. On ne se lève pas le matin de la même manière en se disant « je vais faire un petit truc sympa aujourd'hui » que « je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire qui verra le jour dans 10 ans ». Ce n'est pas la même façon de faire. Et donc pour revenir à ta question sur la vision millénaire, comme je l'appelle, c'est une manière de penser ce qu'on est en train de mettre au monde, de le penser dans un au-delà de la finitude du corps physique qu'on abrite, qui nous abrite. Et ça, c'est encore plus puissant parce que quelqu'un qui a une vision à 1000 ans, il peut fédérer son énergie et il peut fédérer d'une certaine manière un peu bizarre comme exercice de pensée, mais il peut fédérer les gens qui un jour rencontreront sa pensée, sa vision, et ces gens-là se sentiront encore aimantés. Je pense que les gens qui travaillent pour Apple, par exemple, ou les clients d'Apple aujourd'hui, ils sont encore en relation avec la vision de Steve Jobs. Et sa vision devait être suffisamment puissante pour continuer à vivre au-delà de son corps physique. Je pense que ça fait partie, je crois, des grandes entreprises, des grands voyages, ce qu'on appelle un visionnaire, quoi. Et une vision à 1000 ans, c'est un exercice de pensée qui permet d'imaginer, de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans 1000 ans? Que devient mon entreprise? Que deviennent mes clients? Comment ça parle de moi? Qu'est-ce que ça a encore comme impact? Et c'est un exercice que je propose à mes clients et qui est toujours assez étonnant parce que quand on s'autorise à penser dans des espaces où on n'a pas l'habitude de penser, on découvre aussi des ressources qu'on ne se connaissait pas avoir. Donc, et pour parler de moi, ma vision à 10 ans, elle est ultra ambitieuse. Je veux être à la tête d'une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le chiffre que je vise parce que je sais que ce chiffre, il veut dire des dizaines et des dizaines de personnes avec qui on travaille dans la direction d'un objectif, avec cette puissance. J'ai envie de sentir ce que ça fait que d'être le capitaine d'un navire, d'un grand navire qui embrasse une mer d'une vastitude sans nom pour aller chercher un trésor absolument incroyable. J'ai envie de vivre cette aventure-là. Et ça, je sais que ce n'est pas une petite boîte qui satisfait un petit nombre de clients qui permet de vivre cette aventure-là. Donc ça, c'est ce que je vise sur les 10 prochaines années. J'ai aussi envie de rencontrer les personnes avec qui on va faire ça, parce que je me dis ça doit être des fous. On va, je pense, arriver à créer une culture dans laquelle il va y avoir tellement de love, tellement de force dans la relation entre les personnes qui vont embarquer sur ce navire que je me dis waouh, ça là, ça vaut le coup d'être vécu. Et pour la vision millénaire,
quand je regarde dans cette direction-là, je me dis, moi, ce que je vois, c'est une sorte de conseil des sages qui serait comme dédié, dévoué au service de l'humanité et qui serait là pour intervenir partout dans la société pour guérir des endroits qui ont besoin d'être guéris, éclairer des endroits qui ont besoin d'être éclairés. Parfois, on leur demanderait leur avis sur des questions et ils viendraient apporter un peu de cette sagesse pour que les choix de l'humanité puissent être des choix équilibrés, harmonieux et que la trajectoire de l'histoire de l'humanité puisse prendre un chemin qui soit moins souffrant, moins violent, qui amène plus de paix. Donc, je me dis dans 1000 ans, j'imagine bien une sorte de conseil des sages qui serait l'aboutissement, le prolongement du protocole call et de tout ce que ça aura engendré. Tu sais, c'est un petit peu comme des petites mains et des références de sagesse et des infirmiers et un groupe d'êtres humains comme ça dédiés à aimer et à amener plus d'amour, quoi. Ouais. La première chose que j'ai faite, c'est quelle est la plus petite chose que je pourrais distribuer à tout être humain qui se trouve sur cette planète, parce que je sais que si je suis capable d'apporter quelque chose d'utile à des millions de personnes, je vais automatiquement avoir la possibilité de faire des choses qui commencent à s'approcher de ce type d'impact, ce type d'influence, de rayonnement. Donc j'ai commencé par revenir là-dessus. Ça, c'est là. Le protocole call, il est là, il existe. On a 4 ans et demi, 5 ans maintenant de recul. Il y a des personnes qui l'ont découvert il y a 4-5 ans, qui ont déjà commencé à travailler avec. Il y a la dernière version qui, selon les dires des uns et des autres, permet vraiment de passer le processus à un autre niveau. Il y a les praticiens du protocole call qui sont en train d'être formés et qui donc vont être les premiers ambassadeurs de ce protocole. Moi, je crois vraiment que ça, là, c'est quelque chose qui va permettre de déployer, que ce soit dans les accompagnements business, comme je le disais plus tôt dans cette interview, vraiment aider des particuliers dans leur vie avec des grands événements en ligne et hors ligne, aider des entrepreneurs à avoir des entreprises qui soient des business bénédictions et aider des personnes qui ont cet appel à aider les autres à avoir une activité pérenne et à pouvoir faire au quotidien leur art en gagnant dignement leur vie, quoi. Et ça, je pense que si on pousse là, si je continue de pousser ça progressivement, ça ne peut que grandir et Inch'Allah, on verra jusqu'où ça va, quoi. Ouais, c'est un podcast que j'ai eu à cœur de créer parce que j'avais envie de documenter le parcours d'un entrepreneur qui marche vers l'objectif le plus ambitieux de sa carrière. Et en le documentant, d'essayer de montrer, d'expliquer, de dire d'où je pars, d'oser poser mes vulnérabilités, mes faiblesses, mes questionnements, mes victoires tout le long du process, mais aussi mes défaites, mes échecs, les gens qui m'aident. J'avais envie de documenter tout ça pour qu'il reste une trace de c'est ok de commencer à un endroit où on ne sait pas comment on va réaliser cet objectif, où on n'a ni l'énergie ni les compétences pour le faire, et c'est ok de le montrer. Et puis c'est ok petit à petit de marcher en améliorant des choses petit à petit. Et même si au début, je suis sûr que quand j'ai fait ce podcast, les premiers épisodes, les gens ils écoutent le podcast, ils doivent se dire mais jamais ce gars va arriver à faire ça, c'est pas possible, il a pas l'envergure, il a pas la carrure, mais qui peut-être, j'espère, ils vont voir au fur et à mesure du podcast que oh putain, en fait c'est possible. Et c'est possible parce que je vise quelque chose de précis. Et ce que je vise, c'est Destination 64, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est d'accueillir 64 personnes dans mon mastermind qui s'appelle le Cercle Stellaire, mais qui est plus… J'ai l'ambition de créer une culture. Je prends toujours l'image de Saint-Germain-des-Prés ou de la Silicon Valley dans un autre registre, qui est un endroit, des personnes, une culture et une exponentialisation de ce qui se produit. Parce que ces personnes-là sont ensemble, parce qu'elles ont des conversations, parce qu'elles s'inspirent les unes les autres, parce que tu vas voir la personne du cercle qui fait un truc, tu fais oh, ça te challenge, tu peux même parfois te dire oh là là, moi j'aimerais aussi montrer que je suis capable de faire ça. Ça crée une bonne compétition, mais ça crée quelque chose de vivant. Ce vivier-là, j'ai à cœur, si tu veux, que ça devienne un endroit
historique duquel il y aura eu un élan, alors je suis complètement mégalo mais je l'assume, comme une renaissance, tu vois, de quelque chose, non pas pour révolutionner le monde, mais pour poser dignement et pleinement quelque chose qui fait sens pour moi, qui est de dire business, bénédiction, conscience, résultat, on unit les deux et on va chercher un monde qui nous correspond davantage, avec un peu plus de paix, un peu plus d'amour, un peu plus de joie, j'y reviens toujours, mais what else, quoi, comme dirait l'autre. Donc Destination 64, c'est, en gros, j'ai décidé que j'allais faire un truc que j'ai jamais fait de toute ma carrière, réunir des entrepreneurs d'un très bon niveau, 64, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils partagent des trucs ensemble, pour que je puisse, à travers des questions et des processus, les amener à ouvrir plus large leurs horizons, pour qu'ils deviennent des stars de demain, mais dans le sens d'étoiles, donc c'est-à-dire dans le sens de je rayonne, j'apporte de la chaleur, j'apporte de la vie là où je me trouve, et faire amplifier cette culture-là. Donc voilà, toutes les semaines, je publie un épisode dans lequel j'explique ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place, quelles sont les actions que je commence à mettre en place, quels sont les résultats. Donc je livre tout ça en public sur ma chaîne YouTube et en mode podcast. Ouais, c'est ça, Destination 64. Le cercle stellaire, c'est, moi je le définirais comme ça, c'est chaque mois, j'envoie ou je partage comme la foudre. Moi, ce que j'aime, c'est passer la foudre, passer l'énergie à un endroit pour que derrière, chaque membre puisse recevoir cette énergie et la démultiplier dans son business. Donc, il y a comme un point de contact tous les mois pour donner comme une pulsation à l'intérieur du business de chacun des membres. Donc, comment je fais ça? Une fois tous les trimestres, il y a une immersion en présentiel. Là, mon rôle, c'est faire en sorte que les gens connectent, faire en sorte que les gens se découvrent, faire en sorte que 1 + 1 = 3 et de leur faire vivre une expérience durant 2 jours où en fait, ils vont bouger les lignes de leur business et en même temps le faire avec des compagnons de route. Ça, c'est une fois tous les trimestres. Ensuite, il y a 2 événements en ligne d'une demi-journée. Le Boost Camp, qui a pour but de les booster. Donc là, je suis en mode où je me mets moi-même en feu pour aller challenger le statu quo, pour aller leur proposer d'ouvrir des horizons auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Et puis, il y a une session plus de mastermind dans laquelle on bénéficie de l'intelligence collective des uns et des autres. On fait tourner les cerveaux de manière à ce que chacun puisse récolter le réseau, l'intelligence, le point de vue des uns des autres. Et donc, chaque mois, il y a comme un point de contact. Et ça, c'est la partie, je dirais, principale du cercle stellaire. Donc ça, c'est la partie club privé, mastermind. Et après, il y a des personnes aussi qui ont le désir que je les accompagne plus personnellement, que ce soit en présentiel lors d'une journée de mentorat ou en coaching par Zoom, en distanciel donc. Et là c'est une option supplémentaire. Donc on peut faire partie du cercle stellaire en étant membre et en bénéficiant du collectif. Et on peut aussi faire partie du cercle stellaire en m'embauchant entre guillemets comme consultant, comme coach, comme mentor sur différents aspects du business, du marketing digital sur lequel j'ai une expertise, mais aussi sur la stratégie d'affaires et puis sur une forme d'intuition qui permet parfois d'aller prendre des raccourcis. Donc ça, je dirais, c'est l'ensemble du panel de ce que propose le cercle stellaire. Mais avant tout, c'est participer, faire partie d'un écosystème dans lequel on est nourri, dans lequel on nourrit. C'est une œuvre collective. C'est-à-dire qu'il faut aimer jouer en équipe. C'est pas un endroit dans lequel on arrive hyper individualiste en essayant d'en tirer quelque chose pour soi et au passage de glisser un petit truc à droite et à gauche, mais surtout d'être sur sa trajectoire. Il faut avoir envie, tout en gardant sa destination, d'avoir envie de bouger avec les autres, de créer quelque chose en même temps avec les autres, comme tous les artistes de Saint-Germain-des-Prés qui avaient chacun leur carrière artistique, mais qui contribuaient à la création d'une culture aussi. Donc il y a vraiment cet aspect-là au niveau du cercle stellaire. Et puis après, il y a évidemment une proposition qui est écrite noir sur blanc, qui est trouvable sur le site internet et où on peut voir vraiment plus en détail ce que ça propose, etc., etc. Mais ouais, je dirais que je le définirais comme ça aujourd'hui. Ok. Non, non, c'est pas pour ça qu'ils viennent me voir, même si on peut opérer dans des espaces comme ceux-là. Mais ce que j'ai vu avec le temps, c'est que je suis capable de poser une parole à différents endroits, mais ça doit partir d'une relation. Et pour que j'ai de la relation, j'ai besoin d'avoir en face de moi des personnes qui viennent en effet pour des bonnes raisons,
qui sont les raisons de… moi, ce que je propose, c'est pas grandissez en résultat, coûte que coûte. Ce que je propose, c'est grandissez en conscience et en résultat, et en conscience et en résultat, pour grandir encore plus en conscience et encore en résultat. Et donc, du coup, on marche sur deux jambes. Il y a le temps de grandir en conscience, et puis il y a le temps de grandir en résultat. Et parfois, il y a des clients qui viennent chez moi, et pendant un certain temps, on va vraiment rester sur la jambe de grandir en conscience, parce que les nouveaux résultats, ils doivent s'appuyer sur des fondations qui sont solides. Et je pense à une de mes très bonnes amies là, qui me traverse, Edith Lassia, avec qui on a travaillé très longtemps ensemble en mentorat. Et au début, c'était vraiment comment aller toucher des petits espaces d'ouverture de conscience pour ensuite pouvoir poser le business qui lui correspond sur mesure et qui s'est extraordinairement expansé depuis. Donc c'est sûr que la personne qui vient chez moi pour chercher des résultats rapides, simples, directs, tac, tac, celle-là, elle va être déçue parce que moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais de la profondeur et la profondeur, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, j'ai à cœur de faire de l'excellence et l'excellence, c'est quelque chose qui demande du temps. Et si on n'a pas le temps de faire des choses à haut niveau, alors il vaut mieux pas venir parce que j'ai pas de temps à perdre à faire des choses superficielles ou de petit niveau, quoi. Donc ouais, c'est vraiment mon optique, c'est vraiment de travailler comme ça. Et donc les gens qui sont prêts à marcher sur ces deux jambes-là, avec eux on fait un super chouette boulot. Ouais. Ouais. Et ben voilà. On finit comme ça? Allez, on finit comme ça. Non, peut-être je finirai juste, je clôturerai juste ça pour dire merci. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si quelque chose a fait sens pour vous, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou par email. Ça me fera vraiment plaisir de vous entendre, de voir les choses sur lesquelles vous avez envie d'avoir un complément d'information. Puis ça permettra aussi de réaliser d'autres contenus. Et puis voilà, si vous avez envie qu'on reste en contact, les réseaux sont là pour ça. Et merci à toi Claire pour m'avoir si bien questionné. C'était un bonheur de pouvoir me livrer avec quelqu'un qui vous écoute vraiment. Et puis quant à moi, je pense que je vous ai tout dit. Là-dessus, je pense qu'on va faire un générique, un truc marrant. Ou je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc, tu vois, on ne sait pas quand, si, peut-être là, voilà, hop. And cut.